Pichi Banda, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous découvrir brièvement qui êtes-vous? Je m'appelle Pichi Banda, je suis psychologue de formation, je suis sexologue aussi. J'habite en Belgique où je travaille comme psychologue et artiste. Mais à Moueneditou, c'est la source. Bien que je sois né à Kolwezi, mais j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie à Moueneditou. J'ai fait mes études primaires, une partie à Chilomba, j'ai terminé à Kasasa avant d'aller à Kisangani et terminer mes études universitaires. Et puis je suis allé travailler au Katanga parce qu'à notre époque, on affectait les gens sans avoir demandé leur point de vue. Et alors, au moment des événements de 1992, j'ai été obligé de partir et je me suis retrouvé donc en Belgique où j'habite encore maintenant avec mon épouse, mes 6 enfants et mes 6 petits-enfants. Voilà pour la présentation. Vous êtes psychologue de formation. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a baisse des taux, donc baisse de l'éducation, du niveau d'éducation. Selon vous, quelles en sont les causes? Les causes sont multiples. D'abord, il faut vous mettre en tête que lorsque les Européens sont partis de chez nous à l'indépendance, n'est-ce pas, nous étions quelque chose comme 15 millions, toute la population congolaise. Aujourd'hui, il semble que nous approchons 100 millions. Alors tu vois, de 15 à 100. Mais maintenant, en passant de 15 à 100, on peut se poser la question, est-ce qu'on a construit des bâtiments en rapport avec cette augmentation de la population? Je ne pense pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire les uns qui vont à midi, les autres après-midi, donc double vacation. Vous n'allez pas me dire que le rendement est le même quand on va l'après-midi que quand on va l'avant-midi. L'après-midi, il y a des gens qui vont à l'école qui n'ont même pas mangé. Ça peut jouer sur l'éducation. Les bâtiments, on n'en a pas construit. Finalement, la population scolaire, l'effectif même dans la classe a terriblement augmenté. À notre époque, on était 23 dans une classe. Maintenant, vous pouvez trouver parfois 50, 60 dans une classe. Quand on a 70 élèves dans une classe, comment est-ce que l'enseignant peut s'occuper de chaque enfant? À ce moment-là, il s'adresse à l'élève moyen et ce qui patauge en dessous, il ne voit pas. Vous avez les conditions socio-économiques des enfants qui se sont détériorées. Quand j'étais à Chilomba, on était interne et nous étions 300. Mais quand on est interne, la formation est organisée pour que les choses se passent bien. De telle heure à telle heure, c'est les cours, ensuite récréation, et puis football, et puis études, et puis les profs viennent, ils enseignent de nouveau. Mais on étudiait presque tout le temps. Tandis que maintenant, non, tout ça a diminué. Nous avions des bibliothèques dans le temps. Et je me demande aujourd'hui, est-ce que toutes les écoles ont des bibliothèques? Non. Prenez l'exemple de l'école, une école pédagogique avec section pédagogique. Une école qui a une section pédagogique, théoriquement, elle doit avoir aussi une école primaire d'application. Comme ça, les étudiants, ils apprennent des choses théoriques et ils vont faire l'application à l'école primaire. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui ouvre une section pédagogique, il n'a pas l'école d'application. Donc, ces gens-là étudient des choses théoriques, mais ils ne vont pas appliquer. Vous avez la section commerciale administrative. Généralement, s'il y a 30 élèves dans une classe comme celle-là, il devrait avoir au minimum 20 machines à écrire ou 20 ordinateurs. Mais c'est pas ça. Est-ce qu'ils ont Vous prenez la biochimie, ils doivent avoir des laboratoires pour faire des expérimentations. Toutes ces choses-là ont manqué et ça a diminué le niveau de l'enseignement. Je donne l'exemple de la section pédagogique pour dire que moi, votre serviteur, quand j'ai appris que le programme de psychopédagogie avait changé et qu'on étudie maintenant la psychologie à partir de la 3e, qu'on appelle, je sais pas, 3e maintenant, je sais pas, oui. Mais j'ai retravaillé mon cours de psychologie. J'ai fait des livres adressés à ces élèves-là. Mais les livres ont été publiés l'année passée avec l'agrément du ministère de l'Enseignement. Mais j'arrive ici à Moueneditou, ces livres n'existent pas. Il n'y en a que quelques-uns que j'ai envoyés, moi, qu'on a pu donner et au directeur et à Chilombo où j'avais étudié, j'ai tenu un secondaire donc quand même au lycée qu'on appelait jadis Mobutu. Donc c'est les livres que moi j'ai apportés qui vont là-bas, mais là c'est l'enseignant qui va s'en servir. Pourtant nous à notre époque, le prof entrait dans la classe, il disait prenez vos livres à la page telle et on travaillait. Mais ici le temps d'écrire au tableau, l'élève doit recopier, mais il est fatigué. Les cours d'anglais par exemple, à mon époque, on étudiait 30 leçons, texte, grammaire compris. Mais maintenant vous allez voir des gens qui disent oui, nous on a étudié 5 textes, mais nous on a étudié 30. Et quand on sortait des humanités, on était capable de nous exprimer. La plupart
des professeurs jadis, dans les années 70, mais c'était des D6 qui sortaient des écoles comme Saint-Georges d'Nganajika, il y avait une section littéraire terrible, Saint-Louis de Kananga et même Chilomba, etc. Voilà, c'était ça, les niveaux ont un peu baissé. Ensuite, l'enseignant n'est pas payé convenablement. Si vous voulez obtenir un bon rendement de l'enseignant, il faut le payer comme il mérite. Et dans notre pays, on va considérer que l'enseignement, ce n'est pas très important. Je trouve que les enseignants sont très, très mal payés. Pour moi, dans ce pays, quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas encore demandé combien l'enseignant touche. Mais moi, tout celui qui touche en dessous de $500, je trouve que ce n'est pas suffisant. Voilà, tout ça va faire baisser le niveau de l'enseignement. Alors, les parents trouvent comme solution d'aller dans les écoles privées. Très bien, on va dans les écoles privées, on va faire payer les parents, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'amener son enfant dans une école privée. Donc, il faut en arriver finalement à ce que le niveau de vie soit amélioré, que les enseignants touchent comme ils le méritent. Vous voyez bien, je dis touchent comme ils le méritent. Ce n'est pas l'aumône que l'enseignant cherche, il ne cherche que son dû. Et s'il est bien payé, il va alors s'occuper convenablement des enfants. Voilà ce que je peux dire à propos de la question que vous m'avez posée sur l'enseignement. Et s'il arrivait que l'on puisse demander à ce que vous puissiez apporter la pierre à l'édifice, par quoi allez-vous commencer? Mais j'ai commencé d'abord par la documentation. Me mettre dans une bibliothèque pendant 2 mois, concevoir des livres scolaires que j'ai soumis d'ailleurs au ministère à Kinshasa pour qu'on voie ce qui s'est adapté au programme et payer ce qu'il faut payer pour que ces livres sortent, c'est déjà ma participation. Où nous avons invité et les profs de psychologie et les élèves qui sont en pédagogie. Ils étaient là, si vous étiez là le premier jour, vous avez constaté que c'est ce que j'ai fait. Donc partout où j'arrive, si je peux aider, j'aide avec la documentation, avec les explications, avec la formation, parce que les enseignants ont besoin d'être formés. C'est par là que je commence. Mais maintenant, ici, en République démocratique du Congo, j'ai construit 2 écoles, un peu comme le père Félicien l'a fait ici. Moi, j'ai construit aussi 2 écoles, une en Bujimaï et l'autre dans une brousse quelconque. Et les élèves sont en train d'étudier là-dedans. C'est ma participation. Et chaque fois que je peux interpeller le pouvoir public, chaque fois que je peux dire quelque chose à l'État pour dire, s'il vous plaît, construisez, payez convenablement les enseignants, je ne demande pas de le faire. Voilà, ça c'est ma petite contribution. Et maintenant, ayant vu ce que j'ai vu ici, oh là là, ça donne des idées aussi. Les idées, c'est parfois un enfant orphelin qui n'a pas de parents et qui a envie d'abandonner les études. Vous dites, attends, il va abandonner pour de l'argent. À ce moment-là, si on peut l'aider, on va l'aider. Je ne promets pas, je n'ai pas encore choisi. J'ai même vu les gens qui nous ont accompagnés, qui venaient de la France, des États-Unis. J'ai vu quelqu'un qui me dit, voilà, je viens de rencontrer sur la route cet enfant qui a abandonné ses études parce qu'il n'a personne pour payer les études. Eh bien, je prends l'engagement de payer ses études. Voilà. Ça, c'est des choses concrètes que nous pouvons faire. Mais en attendant, on se bat pour que la situation générale au niveau du pays s'améliore. Pichibanda, vous êtes congolais. Et si on vous demandait de participer à la refondation du système éducatif congolais en vous nommant par exemple ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire, technique, comment vous agiriez? Avec l'expérience professionnelle que j'ai, je pense avoir suffisamment d'expérience pour répondre à une demande comme celle-là. Parce que non seulement j'ai fait des études pédagogiques, non seulement j'ai fait la psychologie, mais j'ai quand même enseigné pendant 10 ans. J'ai quand même été directeur d'école pendant 7 ans. Et puis j'ai travaillé comme psychologue d'entreprise. Et pas n'importe où, à la GECAMINE. La GECAMINE n'engageait pas tout le monde. Il fallait des tests importants pour être retenu. Et puis j'ai écrit des livres, tu vois. Donc je ne suis pas un enseignant qui prend les livres d'autrui, qui copie et qui dicte. Non, moi je conçois. Je vois qu'est-ce que je peux dire aux jeunes, etc. Donc la compétence, je l'ai. Mais je vais vous dire une chose. J'observe. Et je vois des gens qui passent au pouvoir et qui nomment d'autres personnes. Alors vous me demandez si jamais je devenais ministre. Et comment je vais le devenir? S'il y avait un examen pour devenir ministre, je ferai cet examen et je suis sûr que je passerai. Mais il n'y a pas d'examen. C'est les choses, celui-là, je le connais, celui-là, il est dans tel parti, on va se distribuer le pouvoir. Ça, c'est pas mon truc. J'arrive en Bujimaï, c'est déjà passé, mais je trouve qu'on me parle d'un ancien gouverneur qui est sénateur. Il est sénateur. Ngoï Kassange est sénateur. On me dit que sa femme est députée ou sénateur aussi.
Député national. Oui, Gassange, député national. Et on me dit que sa fille est aussi députée. Provincial. Mais c'est pas normal. Ça ne me convient pas, tu vois. Participer à des messes basses de ce genre-là, ça ne me convient pas, moi. Alors à ce moment-là, vous allez trouver dans une même famille, l'un qui touche 12 000 $, l'autre qui touche 12 000 $ aussi, l'autre qui a 7 ou 8 000 $, dans la même famille. Et pendant ce temps, mon collègue professeur, qui s'est battu aussi pour étudier, qui enseigne, mais qu'est-ce qu'il touche comme salaire, lui? Mais sur cette terre, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus accompagner les autres? Ou bien est-ce que tous nous avons droit à la vie? Je me suis retrouvé un jour devant des hommes politiques en Afrique du Sud. Et il y en a un qui, avant de me présenter, il parle d'abord de lui-même. Et il dit aux gens, moi, vous devez me choisir. Parce que chez nous, à Kassangoulou, du côté de Kinshasa, les gens m'aiment beaucoup. Vous savez pourquoi on m'aime? Parce que quand les gens ont faim, je leur donne à manger. Quand les gens sont malades, je les soigne. Quand ils meurent, je les enterre. Et puis on me donne la parole après. Et j'ai dit à toute la salle, quand on est trop proche d'une poubelle, on n'en sent plus l'odeur. Mais moi, comme je viens de loin, je sens l'odeur de la poubelle. Et la poubelle, c'est quoi? Parler comme il vient de parler. Il est député. Il dit, vous devez me choisir. Parce que moi, je nourris les gens. Quand ils sont... Je dis, écoutez, les Congos dont je rêve, moi, c'est pas un Congo où quelqu'un a faim et toi, tu lui donnes à manger. C'est qu'il mange lui-même par le fruit de son travail, parce qu'il est payé correctement. Je ne rêve pas d'un Congo où quelqu'un est malade, tu le fais soigner. Non, qu'il se fasse soigner lui-même, parce que vous le payez convenablement et que dans le pays, vous avez construit des hôpitaux. Qu'il meure et que vous l'enterriez. Je n'ai pas envie qu'il meure, j'ai envie qu'il vive aussi. Lui, il meurt et toi, tu dois vivre. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes tellement habitués ici que, bon, vous n'y faites plus attention. Mais un homme comme moi, j'ai fait attention à ça. C'est pour ça que je suis écrivain. Un écrivain, on l'appelle la voix des sans-voix. Et si vous lisez bien mes livres, vous allez voir, je prends toujours la défense des opprimés. La défense de ceux qui touchent peu, des gens qui n'ont pas de possibilités. Alors, maintenant, pour revenir à votre question précise, l'engagement concret, si jamais on devait me nommer ministre de l'enseignement ou d'autres choses, je vous signale que lorsque Mobutu a géré pendant tout un tas d'années, à ce moment-là, je n'avais pas l'âge où je pouvais dire, je revendique un poste. J'ai regardé, j'ai observé ce que Mobutu a fait. Et j'ai vu qu'à un moment, il avait bien travaillé au début, mais quand il a continué à ajouter des années aux années, parce que le pouvoir use. Avec le pouvoir, on peut devenir malade. Alors, vous vous rappelez tous que j'ai fait un document que vous avez peut-être déjà vu, une vidéo qui s'appelle La valise de Mobutu, où je m'en prends à lui, je lui dis que c'est... Bon, donc j'ai fait ça avec Mobutu. Quand Kabila a eu le pouvoir, parlons d'abord de Kabila père, j'ai trouvé à Kinshasa, à Lubumbashi, un monument, on me dit c'est le monument de Kabila. J'ai trouvé une place à Kinshasa, on me dit, désolé, pour moi il ne mérite pas de monument. Vous avez mis cet homme sur un piédestal par rapport à la situation que vous avez vue. Ah, il s'est battu contre un tel. Mais qui nous a apporté toutes ces choses-là? Kabila, je le considère comme quelqu'un qui est allé récolter dans un champ qu'il n'a pas sémé. Parce que il y a toujours les causes immédiates d'une guerre, mais aussi les causes lointaines, les dessous des cartes. Mais les dessous des cartes, c'est quoi? C'est notre Congo, riche en minéraux, qui jadis appartenait aux Belges, et avec maintenant les Indiens pakistanais, et les autres, les Chinois, etc. Ben, vous savez, l'Angleterre, les États-Unis, qui veulent aussi leur part du gâteau. C'est eux qui vont décider de déstabiliser notre pays pour pouvoir l'exploiter. Et ils ont besoin d'utiliser certaines forces. Et les forces, c'est quoi? C'est le Rwanda. Les forces, c'est quoi? C'est l'Ouganda. Mais ils sont malins. Ils se disent, si nous allons avec une guerre comme ça, les Congolais vont se défendre. Et si on prenait quelqu'un de chez eux, on les met devant, on dit que c'est eux, c'est pas nous. Et on prend Kabila le père, on les met devant. C'est ça, toute cette guerre que nous avons. Même si après, il va se rendre compte. N'oubliez pas que quand Kabila est entré, notre chef d'état-major, c'était qui? C'était James Kabarebe, qui est actuellement chef de l'armée rwandaise. Est-ce que vous voyez d'où est venu le complot? Et n'oubliez pas non plus qu'au moment où Kabila arrive, ce n'était pas Kabila qui était le chef, ils étaient 4, vous vous souvenez? Et parmi les 4, il y avait un certain Ngandu qui s'assait. Ngandu était militaire. Ça veut donc dire que s'ils étaient entrés avec Ngandu, au minimum Ngandu serait général. Et si Ngandu était général, chef de notre armée, James Kabarebe n'aurait pas été chef de notre armée.
Alors il fallait que Diam soit chef de notre armée pour qu'ils exécutent les plans qu'ils avaient. Alors ils ont tué Ngandou avant d'entrer. Et vous connaissez la suite. Voilà. Et puis nous avons eu Kabila le fils, avec le soutien de certains étrangers. C'est pour ça que j'ai dit, parfois quand on fait les élections ici, hein, c'est une pièce de théâtre dont les acteurs, les souffleurs sont parfois très loin. Et à ces souffleurs-là, quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Alors, si vous allez sur Internet, tapez dans un moteur de recherche, lettre de Pichibanda à Kabila. Je lui ai écrit une lettre. Elle a été publiée dans le journal Le Soir, elle est sur Internet, vous pouvez la voir. Mais c'est à ce moment-là que quelqu'un peut lire la lettre. Je ne disais pas, s'il vous plaît, je vais devenir ministre. Non, mais je donne quand même des conseils, je montre des orientations. Ils ne m'ont pas répondu, cette lettre est sûre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si jamais je vois Kabila, j'aurais juste une question à lui poser. Je lui dis, tiens, président, à une certaine date, vous aviez déclaré, mais si j'avais au moins 15 Congolais compétents et honnêtes, eh bien, j'allais transformer les Congos. Si jamais je vois Kabila aujourd'hui, je vais juste lui poser la question. Monsieur l'ex-président, dites-moi, ces 15 Congolais-là, vous les avez cherchés où? Dire je ne les ai pas trouvés, eh bien, vous les avez cherchés où? Parce que je prétends être quelqu'un qui aurait pu être dans les 15. Par rapport à la question, vous dites, si jamais vous les avez cherchés où? Et même si vous ne les avez pas trouvés, je vous ai envoyé une lettre. Parce que la lettre existe sur Internet, lettre de Pichibanda à Kabila. Il ne m'a pas répondu. Félix a eu le pouvoir, je lui ai écrit une lettre. Elle est sur Internet, lettre de Pichibanda à Félix. Et dans la lettre, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Félix, c'est le temps de l'euphorie maintenant. Mais quand le temps de l'euphorie va passer, eh bien là, on redevient lucide et les vrais problèmes commencent. Et là, n'oubliez pas la parole de votre papa, le peuple d'abord. Et je lui ai dit, faites attention Félix, si vous voyez autour de vous des gens qui disent, c'est notre tour, ce n'est pas ceux-là qui vont vous aider. Ou alors quelqu'un qui a d'autres vous dit, maintenant c'est... Non. Mais celui-là non plus, je n'ai pas eu de réponse. Donc si jamais je le voyais, je lui demanderais gentiment, tiens, ma lettre, tu l'as eue ou tu ne l'as pas eue? Pour avoir la réponse. Voilà, donc c'est pour vous dire que moi, je vous assure que si vous lisez mes livres depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que je suis beaucoup préoccupé par le sort des petites gens, des gens pauvres. Ça m'intéresse, moi. Et alors, j'aimerais aussi que si jamais je dois participer à une équipe, que ce soit une équipe où au moins la majorité, on travaille dans ce sens-là. Regardez ce que le père a fait ici. Je suis allé voir sa ferme qu'il a fait. Il a des orphelins il faut cloner des gens comme ça, qu'on en ait davantage. Mais moi, des gens comme ça, je dis, tiens, monsieur le curé, oui. Tout ça, ça vous a coûté combien? La ferme en plus, oui. Autant, eh bien, prends le montant, va nous faire encore, là, multiplie ça. C'est comme ça qu'on doit développer le pays. Donc, avec des gens que vous mettez parce que vous les connaissez ou vous préférez, mais avec des gens qui ont fait des preuves. Et les gens qui ont fait des preuves, il y en a. Ici, je vois l'abbé. Mais du côté de Mboujima, j'ai vu un abbé qui a construit tout un village. Il s'appelle Stani Kande. Vous avez Achille Mutombo qui a construit le village Chibombo. Quand les réfugiés sont venus, on leur a donné juste un site. Hein, et lui, à partir de l'Europe, il s'est débattu. Moi-même, j'ai participé à des choses. Et on cherchait de l'argent partout et il a construit un village. Donc, les gens qui font du bien, pas pour eux, mais pour les autres, ce sont ces gens-là. Avec ces gens-là, je peux faire une équipe. Mais avec les autres, non. Regarde quelqu'un dès qu'on les nomme. Hein. Après un temps, vous voyez, il change. Même la montre, ce n'est plus une montre comme ça devient du Rolex. Même la Bible. Donc tu vois l'importance qu'il doit donner au paraître, plutôt que de donner à l'être profond. Moi, ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc est-ce que c'est difficile, mais moi, comme le père Félicien, je fais partie des gens qui disent, est-ce qu'on va seulement critiquer pour le plaisir de critiquer? Est-ce qu'on va vivre à l'extérieur? Oui, mais vous êtes bien à l'extérieur. On est bien à l'extérieur, mais on pleure quand on voit ce qui se passe ici. Il y a des gens, il met à manger, il voit tout ce qu'il y a à la table, et il dit, je n'ai plus d'appétit. Vous lui demandez pourquoi? Il vous dit, quand je pense à mon pays, non, je n'ai pas envie de manger. Et pour vous donner la preuve, est-ce que vous êtes au courant que ça fait un bon bout de temps, quelques années, que les musiciens congolais ne se produisent plus en Occident? Vous êtes au courant? Oui. Mais qui a décidé ça? Les Congolais. Pourtant, se produire en Occident, c'est gagner de l'argent, des devises, on peut faire des choses.
et vous pensez que nous, Congolais de l'Occident, qui sommes à l'extérieur, on pouvait être contents de regarder à la télé, on nous montre nos filles violées par les étrangers, on nous montre des gens qu'on décapite, et puis le soir, venez, on va danser. Non. Et les Congolais ont juré, nous danserons quand il y aura la paix dans notre pays, on dansera quand tout sera terminé, là on va danser. Mais en même temps qu'il y a des deuils chez nous, où on viole des femmes avec des bâtons parce qu'on ne sait même pas coucher, eh bien nous on va aller à la fête applaudir je ne sais pas quel musicien qui vient danser en exhibant les filles mal vêtues, etc. Non, ça vous montre donc qu'il y a une certaine conscience qui s'éveille. Monsieur Pichibanda, Oui. donc en tant qu'écrivain, psychologue, vous êtes également le photographe, le médecin de la société. Oui. Quand vous regardez la société congolaise, RD congolaise, je veux dire, en si peu de mots, c'est quoi la maladie? La maladie, c'est les doigts accusateurs pointés toujours sur autrui. Personne ne voit ce qu'il fait lui-même. Le mauvais, c'est toujours là. Mais les 4 doigts et les autres doigts, ils vous regardent aussi. Ça, c'est un. Le problème aussi, c'est le sens du bien commun. J'arrive à Mweneditu, j'ai vu des grandes maisons que je n'avais pas laissées. Mais en même temps, j'ai vu que les avenues qui étaient vastes avant sont devenues des ruelles. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est moi qui ai un regard d'adulte alors qu'avant j'étais enfant? Non. Quelqu'un a déplacé La borne. la borne. Il a déplacé pour avoir plus de terrain pour pouvoir morceler et le sentier est devenu petit. Mais qui doit faire ça? Ce que j'ai vu à Mweneditu comme à Kinshasa, surtout à Kinshasa, on vous montre un bâtiment de 5 étages, on vous dit c'est un tel. 5 étages, je dis, mais comment il fait pour faire un bâtiment comme ça? Où est-ce qu'il a eu l'argent? Nous sommes dans le même pays. Alors j'ai dit, il y a un problème. Alors maintenant, moi je peux vous dire, quand je vois le progrès, quelques maisons qui ont poussé par-ci par-là, d'accord, mais les routes, la poussière, le plastique, les sachets de plastique partout, il y a un problème. Donc notre problème c'est au niveau collectif. Est-ce que nous faisons seulement, ici c'est beau, mais tu sors d'ici pour arriver là-bas, la voiture ne s'est pas passée. Donc c'est pour dire qu'une fois que nous avons fait quelque chose pour nous-mêmes, pensons un peu à ce qui est collectif. Et ce qui est collectif, c'est les routes, ce qui est collectif, c'est les écoles, c'est les centres de santé. Ma dernière préoccupation, je ne sais pas, pour le peu de temps que vous avez passé ici en RDC, il y a une évaluation qu'on appelle TENASOSP, Test national de sélection et d'orientation professionnelle. C'est pour les enfants de la 8e année qu'on appelle de base. C'est-à-dire que 2e CO, avant-hier ou avant même cela. Oui. Selon vous, est-ce que ça... Comment vous appréciez ça? Comment vous critiquez ça? Moi, mon problème est que quand on parle de l'orientation, l'idée n'est pas mauvaise à la base. J'ai un peu frôlé ça en parlant aux enfants. Quand nous venons au monde, nous apportons des aptitudes. Pas toujours les mêmes. Vous avez des gens parmi nous, ils te voient là à Mweneditu. 1 fois, 2 fois. Mais il va à Kinshasa, il voit quelqu'un qui passe. Viens là, ton visage me rappelle quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas le frère d'un tel? Oui, oui. Eh bien, on appelle ces gens-là. C'est des gens qui ont une mémoire visuelle très forte. Mobutu était capable de dire, rappelez-vous, en telle année, telle date, à telle heure, nous étions avec vous, je vous ai dit ceci. Mobutu était très fort en mémoire des chiffres. Alors que moi, tu me demanderais, ton fils est né en quelle année? Je prendrais mon pièce d'identité pour regarder. Ou alors j'appellerai ma femme, Françoise, l'enfant là, il est né en quelle année? Ou alors je vais faire les soustractions à partir de, il est en quelle année? L'intelligence, elle est multifactorielle. Les gens ont l'intelligence des chiffres, d'autres ont l'intelligence le verbe, moi j'ai le verbe. Donc nous avons des aptitudes différentes. Tu donnes un papier à un enfant, tu vois, il dessine très bien. Tu vois, tiens, il a le don du dessin. Donc notre intelligence est multifactorielle et nous n'avons pas les mêmes aptitudes tous. Quelqu'un peut avoir les aptitudes des chiffres, l'autre des verbes, l'autre. Bon. Mais maintenant, quand on parle de l'orientation scolaire, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Un enfant qui a le sens des chiffres, ça peut faire un bon commercial, ça peut faire un bon économiste, etc. Quelqu'un qui a le verbe, la mémoire et tout, il peut vous faire un bon avocat parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui parle. Donc chacun devrait aller dans un domaine pour lequel il a des aptitudes. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore voir, oui, tu as des aptitudes, d'accord. Les études sont là, d'accord. Mais ça vous mène à quoi?
Ça sert à quoi? Tu arrives dans un pays, on te dit, on a 1 million de juristes. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus des cambistes. À ce moment-là, je peux dire à mon fils, si tu dois faire les droits pour devenir cambiste, non, fais peut-être autre chose. Donc il faut être réaliste. Regardez aussi, à part les aptitudes de l'individu, à part les exigences de la section qu'il va embrasser, voir aussi, mais ça vous mène à quoi? Et si ça vous mène à quelque chose qui peut vous faire vivre convenablement, tu vas dans ce sens-là. Mais tout ça, ça demande des tests. Il y a des tests qu'il faut savoir réaliser, qu'il faut savoir corriger pour savoir orienter. Est-ce que tous ces gens-là qui sont responsables de ces tests-là, est-ce qu'ils savent les manipuler? Je ne sais pas. Moi, nous pouvons être avec vous, nous passons un jour ou deux, le lendemain, je suis capable de vous décrire. Dire il est comme ça, il est comme ça. En pareille circonstance, il va réagir comme ça, parce que c'est notre domaine, connaître la personnalité des individus. Donc, les tests, c'est bon, mais je voudrais bien voir ces tests-là. Vous avez parfois des tests qui viennent de l'Europe, et vous les prenez comme ça, vous testez l'enfant africain. Non, il faut les adapter. Si ce n'est pas adapté, vous n'allez pas avoir les bons résultats. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'orientation scolaire. Donc, ce n'est pas un travail à prendre mal. Et puis, vous savez aussi que chez nous, tu peux trouver que les enfants ont des aptitudes, mais le parent n'a pas d'argent pour qu'il aille faire ce qu'il convient. Il vous dit, bon, comme tu n'as pas, tu iras juste à l'école qui est ici à côté. Et voilà un enfant qui a des aptitudes pour devenir ingénieur. Ben, à côté, il n'y a que la littéraire, il va en littéraire, il n'y a que la pédagogique, il va en pédagogique. Alors qu'il aurait pu faire quelque chose de très bien s'il avait été encadré, s'il avait été mis dans un milieu où il pouvait avancer. Petit Bandoma Laboujitou, quelle question que vous voulez que l'on vous pose qu'on ne vous a pas posée? La question que vous ne m'avez pas posée, ça pourrait être peut-être comment tu vois l'avenir du Congo. Alors je dis, il faut être optimiste. Je vois des gens compétents, je vois des gens qui se grouillent comme vous travaillez, vous aimeriez faire des choses dans ces pays. Et ce que je peux dire, c'est que prenez conscience de l'importance de votre métier. Ce Congo ici est un peu en retard. Nous devons avancer, mais il faut changer la mentalité des gens. Et qui va changer la mentalité des gens? Vous êtes la voix des sans-voix. Quand vous prenez ce que je vous dis, vous allez les diffuser. Vous pouvez les commenter. Quand vous avez un thème à traiter, vous prenez le thème, vous le faites convenablement. C'est vous qui allez changer la mentalité. Quand vous entrez dans les maisons des gens à travers la vidéo, ils vous disent, taisez-vous, c'est intéressant. Alors, eux qui avant auraient pu rencontrer des comptes, là, ils vous écoutent. Donc, c'est à vous de leur envoyer le message fort. Nous, de Belgique, on regarde. Comment on appelle Luc Mwenditou? L'ICOM Mwenditou, ça nous intéresse. Tiens, chez nous, il y a de bons reportages, mais c'est bien, on regarde. Avec eux, je leur ai dit, attendez, c'est déjà bien, mais si vous voulez améliorer, voici comment vous devez faire. Et si vous améliorez, l'audience sera grande et vous allez rayonner dans le monde. Voilà. Donc, je vois l'avenir avec optimisme. Voir ces centres, oui. Voir l'élevage des Ilunga, c'est bien. Voir ce que je veux voir ailleurs, c'est bien. Voir ce que moi-même je vais faire, c'est bien. Et voir l'engagement que certaines personnes qui étaient venues juste pour la fête ont dit, moi, il y a quelqu'un de Cameroun avec nous. Hein. Lui, il a dit, je ne peux pas avoir 2 hectares ici de terrain pour cultiver, moi aussi. Ça, c'est l'avenir, ça. Donc, je suis confiant en l'avenir, mais il faut travailler, ça ne va pas. La manne ne tombe plus du ciel. Petit Bandoma Laboujitou, nous vous disons sincèrement merci. Merci à vous, journalistes, merci à la population de Mweneditou. Content d'être revenu à la source, d'avoir bu à la source, revigoré et disposé à voir ce qui sera dans mes possibilités pour aider le village, la ville qui est maintenant sur la ville, comment aider Mweneditou. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci.